Bonsoir, chers compatriotes. Euh, Nous vous disons merci d'être connectés sur notre chaîne Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est une chaîne que vous aimez tant. Je m'appelle Frédéric Bigou Kayabou. Je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous avons un sujet spécial, comme d'habitude. Mais avant cela, nous allons d'abord checker les sons, si ça va, parce que la fois passée, on a connu des problèmes. On a enregistré toute une émission sans son. Et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas vraiment publié, partagé. Nous avons dû la retirer du Facebook. Maintenant, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par checker les sons. Et après, nous allons revenir à notre sujet. Allô? Allô? Est-ce que le son est bon? Allô? Allô? Est-ce que le son est bon? Je pense que ça va maintenant. Vous pouvez me capter. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Est-ce qu'il y a feedback? J'espère que ça va. Allô? Allô? Je pense que ça va maintenant. Vous pouvez me capter? Est-ce que vous pouvez me recevoir? Est-ce qu'il y a feedback? J'espère que ça va. Yeah. Je pense que ça va maintenant. Vous pouvez me capter? Est-ce que vous pouvez me recevoir? Est-ce qu'il y a feedback? Yeah. Je pense que ça va. Ok. Je vais tout faire pour ne pas vraiment tomber dans la même erreur que celle qu'on a eu la fois passée. Oh, voilà. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous savoir nombreux. Merci pour la confiance que vous apportez, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nouveau Départ. Ah, il y a écho. Attends un instant. Pour ne pas vraiment tomber dans la même erreur que celle qu'on a eu la fois passée. Oh, voilà. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous savoir nombreux. Merci pour la confiance que vous... Voilà. D'accord. Je disais dans la présentation que je m'appelle Frédéric Bigou Kayabou. Je suis un défenseur judiciaire et aussi un défenseur des droits de l'homme, un ancien chef de projet Déclic financé par l'Union européenne. Je travaillais avec l'ONG de défense et de promotion des droits de l'homme en RDC, c'est chez nous évidemment. Arche d'Alliance. Arche d'Alliance, c'est une organisation qui est connue, qui a plus de 20 ans dans la défense, promotion des droits de l'homme, mais aussi la promotion de la paix. Récemment, hier, nous avions eu le privilège d'être avec son coordonnateur, le premier président de la cour d'appel de Kwilu. Kwilu, ça se trouve dans l'ex-province de Bandundu, monsieur Baudouin Gipaka. Il a eu à intervenir dans notre émission, mais malheureusement, il n'y avait pas eu de son. Je pense que c'est une émission
qui sera refaite prochainement. Et le premier président, il fut mon patron, mon boss, c'est lui qui m'a formé dans ce travail de défenseur des droits de l'homme. Et voilà, c'est un peu. Donc c'était un privilège de l'avoir reçu dans notre émission, en dépit des désagréments techniques que nous avions connus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport mapping. Toujours, vous savez, chers compatriotes, je voudrais le préciser d'entrée de jeu, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un membre des partis politiques, je ne suis pas un membre d'un quelconque groupe, mais je suis un penseur libre. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne suis affilié à aucune organisation. Mais je pense que ce que je sais, ma connaissance, pourra, n'est-ce pas, contribuer tant soit peu à résoudre les problèmes que le monde connaît, à résoudre les problèmes que notre pays connaît. Et c'est dans cette perspective que j'ai pu créer cette chaîne YouTube Nouveau Départ sur Facebook, Nouveau Départ, page Facebook, pour discuter des questions suivantes. Premièrement, des questions des droits de l'homme, questions de justice. S'agissant des questions des droits de l'homme, je mets un accent particulier sur les droits des réfugiés. Deuxièmement, je parle des questions politiques, c'est-à-dire des faits politiques, je les analyse. Et je parviens, n'est-ce pas, à donner mon point de vue en tant que tel, après avoir analysé au regard de la loi. Troisièmement, j'ai fait des analyses sur des questions socio-culturelles. Quatrièmement, des questions socio-économiques de la RDC. Et cinquièmement, enfin, des questions politiques. Non, sorry. Des questions sportives. Voilà les piliers ou bien des thématiques qui sont abordées dans notre émission ou par notre chaîne ou notre page Nouveau Départ. Aujourd'hui, je ne serai pas avec des invités, je serai seul pour parler de la question du rapport mapping. Et comme vous le savez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur YouTube, Nouveau Départ, Nuit de Patcher. Vous allez retrouver des différentes émissions avec des différents experts, intervenants, qui donnent leur point de vue par rapport au rapport mapping. Quels sont les problèmes, pourquoi ce rapport n'est pas mis en application, où se situent les problèmes, quel est le rapport mapping et le contexte de son élaboration ou bien de sa rédaction, qui sont les acteurs impliqués dans les violations des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires, ciblés dans les 10 rapports. Et voilà des questions et des réponses que vous pouvez, n'est-ce pas, retrouver. Allez seulement sur Google, pas sur Google, mais sur YouTube. Et n'hésitez pas de vous y abonner et de partager notre lien. Nous estimons que nos activités, nos émissions vont aider beaucoup de gens. Parce que le rapport mapping, c'est une question qui devrait être à la une, qui devrait être d'actualité dans notre société, tant au niveau national qu'au niveau international. Et voilà, je me suis résolu, n'est-ce pas, d'en parler, de sensibiliser des Congolais, de sensibiliser des confessions religieuses, de sensibiliser les acteurs de la société civile, de sensibiliser des politiciens même, de sensibiliser toute catégorie, n'est-ce pas, des couches sociales, afin que nous puissions nous en approprier et prendre des actions qui s'imposent, et ce faisant, accompagner le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, qui pendant des années, n'est-ce pas, milite pour la mise en place des recommandations contenues dans les 10 rapports. Et j'ai constaté qu'il était seul dans cette lutte, pas seul comme vraiment, mais il n'y a pas vraiment assez de monde, il n'y a pas assez de monde qui
qui puisse, n'est-ce pas, lui apporter main forte. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces rapports. Rapport mapping. C'est quoi, rapport mapping? À titre de rappel, nous allons dire que le rapport mapping, c'est un document ou un projet qui a été rédigé par les experts des Nations Unies sur base d'une résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une mission, un objectif spécifique, à savoir documenter les violations des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC pendant une période bien précise. Quelle est cette période? C'est la période allant du mars 1993 jusqu'en juin 2003. Donc, ce rapport couvre la période allant donc je dirais, excusez-moi pour la tautologie, ça couvre une période allant de 1993 jusqu'en 2003, donc 10 ans. Parce que pendant cette période, il y avait des violations graves des droits de l'homme qui étaient commises contre des Congolais, contre aussi des civils, des étrangers, notamment parce que si vous lisez les rapports, on fait allusion aussi au massacre, bon, selon certains, on pourrait les qualifier de génocide, mais nous attendons ce qui dira une justice quand passé. Donc ce sont des crimes qui étaient commis sur le territoire congolais contre le Congolais par, premièrement, des forces armées étrangères, les Rwandais, l'Ouganda, il y avait aussi, parce que les Tchad aussi, le Zimbabwe, l'Angola, donc toutes les armées étrangères qui étaient impliquées dans les conflits en RDC avaient commis des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il y avait des crimes commis par les Maï-Maï qui combattaient aussi, parce que les Maï-Maï c'est un mouvement, actuellement c'est un mouvement politico-militaire qui a pour mission de défendre l'intégrité du territoire congolais. Donc les Maï-Maï aussi, c'était un mouvement, n'est-ce pas, qui luttait contre la progression des groupes étrangers et aussi des groupes armés étrangers, à savoir les Rwandais, l'Ouganda, les Burundi, ainsi de suite, qui combattaient Mobutu à l'époque aussi, après que Laurent Désiré Kabila ait pris le pouvoir en 1996 par les AFDEL. Les Maï-Maï ont commencé aussi à combattre pour lui contre les Rwandais et alliés. Il y avait des crimes qui étaient commis par l'ancien gouvernement. Il y avait des crimes qui étaient commis par les RCD. Il y avait des crimes qui étaient commis par les MLC, ainsi de suite. Donc, c'était un environnement de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Et je l'ai toujours dit, les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont reconnus à toute personne, sans tenir compte de la nationalité, du sexe, de l'âge, même des origines, pourquoi pas des races. Donc, ce sont des avantages qui vous sont reconnus en tant que tels, parce que vous êtes un homme. Vous êtes un homme ou bien un être humain. Et ces droits-là doivent être protégés. Et chaque fois qu'il y a violation, vous avez droit, n'est-ce pas, d'en demander la réparation et obtenir réparation. Et c'est là par la voie, n'est-ce pas, judiciaire. Il y a aussi le droit international humanitaire qui réprime ou qui interdit que des actes soient commis à l'encontre, n'est-ce pas, des civils dans un conflit armé ou en toute situation, notamment pendant des troubles internes, pendant la guerre civile, parce que, selon les droits internationaux humanitaires, des personnes qui ne combattent pas ou qui ne combattent plus, juste ce qu'on appelle du principe de l'immunité de la population civile. Donc, ce sont des personnes qui sont protégées par les droits humanitaires. Et les droits humanitaires, c'est des droits qui réglementent la guerre.
Parce que les États, les partis au conflit n'ont pas la liberté de se comporter comme ils entendent. Ils sont soumis à certaines règles qui, n'est-ce pas, doivent conduire leur comportement. Ils ne doivent pas mener des hostilités comme ils entendent. C'est pourquoi on doit protéger les civils, on doit protéger les biens civils, comme des maisons dans lesquelles les civils habitent, des marchés civils, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Donc, tout objet qui ne fait pas, tout objet qui n'est pas vraiment une cible militaire, ne doit pas être, n'est-ce pas, attaqué par des militaires. C'est pour cela, toute attaque dirigée contre ces objets, ou bien ces sites, ou bien cette population civile, sera qualifiée de crime. Et si ce crime est commis pendant les temps des guerres, on dira que l'État ou bien les partis ont commis des crimes de guerre. Et si ce n'est pas pendant la période de guerre, on dira que ce sont des crimes contre l'humanité. Et vous savez, il y a plusieurs jurisprudences dans ce sens. Si vous visitez les sites web de la Cour pénale internationale, il y a l'affaire Bemba, il y a l'affaire Thomas Lubanga, ainsi de suite. Donc, vous allez trouver comment est-ce qu'on qualifie les crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il y a aussi des crimes de génocide. Donc, ce sont des éléments, des infractions, n'est-ce pas, qui ont été commis pendant cette période. Et ces crimes ont été documentés dans les rapports par les experts des Nations Unies lors de leurs investigations. Et voilà, à la fin, on peut dire que le rapport mapping, c'est un document qui cartographie. Donc, qui cartographie, ça indique des incidents, des crimes qui ont été commis, des crimes commis, n'est-ce pas, où, par qui, comment, et propose, n'est-ce pas, des pistes de solutions pour la mise en place d'une justice pour les réprimer. Voilà, chers compatriotes, chers internautes, merci beaucoup de votre attention que vous manifestez à notre chaîne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de ces rapports pour continuer. Je l'ai dit dans l'introduction, l'objectif, c'est de sensibiliser les Congolais, de comprendre, de s'approprier de ces rapports mapping, parce que ce sont des Congolais qui ont été des victimes des violations des droits de l'homme. Et donc, ils ont tout intérêt, n'est-ce pas, d'en parler au quotidien, d'en discuter par les étudiants, la société civile, les églises, ainsi de suite. Si on n'en parle pas, personne d'autre, n'est-ce pas, ne viendra en parler à notre place. Et comme vous le savez, il y avait des crimes qui étaient commis en ex-Yougoslavie, il y avait des crimes qui étaient commis en Sierra Leone, il y avait des crimes qui étaient commis au Rwanda, il y avait des crimes qui étaient commis contre des Juifs. Il lui fallait l'intervention des victimes, il lui fallait l'intervention des ressortissants de ces pays-là pour que des tribunaux ad hoc ou des tribunaux spéciaux afin de réprimer ces crimes. Maintenant, quel est l'état de la question actuelle? Quel est l'état actuel en RDC? Nous faisons un constat selon lequel le docteur Mukwege, dont je salue le travail, il se trouve seul, presque seul. Pourquoi les Congolais ne veulent-ils pas, n'est-ce pas, se joindre à lui dans cette lutte? Parce que lui, il comprend que sans la justice, il n'y aura pas de paix. Et je suis de cet avis aussi. Il faut qu'il y ait. Il faut négociation de Sun City, on a mis en place ce qu'on appelait le gouvernement
de transition 1+3, qui avait notamment pour mission de réprimer des crimes qui étaient commis sur le territoire congolais. Mais vous savez pourquoi ça a échoué? Il vous sera aussi rappelé qu'il y avait ce qu'on appelait la commission vérité et réconciliation. Pourquoi ça a échoué? Mais si vous lisez le rapport mapping, vous allez voir pourquoi ça a échoué. Selon les experts rédacteurs du rapport mapping, ils disent que jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du mandat de la commission vérité et réconciliation, il n'y avait aucun présumé auteur de violation des droits de l'homme qui était déjà reçu par la dite commission. Aucun. Est-ce que pour autant il a manqué? Pourtant, tous étaient là. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette commission-là, qui a été mise en place sur base de résolutions prises dans le cadre du dialogue intercongolais, afin de réconcilier les Congolais après avoir commis des crimes pendant la période conflictuelle, maintenant la période post-conflictuelle, il lui fallait qu'il y ait la mise en place de cette commission vérité et réconciliation pour amener les gens à se mettre ensemble, discuter, parler de la réconciliation, se demander pardon du genre de ce qui s'était passé en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Malheureusement, chez nous, ça n'a pas réussi. Pourquoi? La réponse, vous allez la trouver dans nos précédentes émissions. Allez sur YouTube, vous allez trouver la réponse. Des raisons sont données. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous voulons que les Congolais puissent s'approprier de ce travail, de ce rapport mapping? Parce que les Congolais sont les premières victimes des violations des droits de l'homme, des violations du droit international humanitaire, qui étaient commises par les forces étrangères, les groupes armés, la rébellion, ou des rébellions, et les anciens membres du gouvernement de la RDC, l'ancien gouvernement. Donc, si nous avons été les premières victimes, ceci dit, nous avons intérêt à nous intéresser à cette question et à nous approprier, et par ricochet, soutenir tous les efforts jusqu'ici consentis par le docteur Mukwege et toutes les autres organisations. Ici, je salue la société civile de la RDC au Sud Kivu, n'est-ce pas, qui a fait un communiqué de presse dans lequel il dénonce des menaces dont est victime le docteur Mukwege. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est vraiment une initiative à saluer, un coup de chapeau vraiment. Je salue aussi l'initiative des chefs coutumiers du Sud Kivu, certains chefs coutumiers, n'est-ce pas, qui apportent leur soutien au docteur Mukwege pour cette lutte. Je salue aussi les efforts, n'est-ce pas, que chacun de nous est en train de mener à son niveau pour amener le monde entier à comprendre que la RDC a besoin de la paix, a besoin de la justice. Et c'est dans cette optique que les États-Unis ont fait une déclaration condamnant des menaces dont le docteur Mukwege est victime. C'est aussi dans cette optique que le Canada, je crois aussi la Grande-Bretagne, ont aussi fait des déclarations dans ce sens. C'est aussi dans cette optique que le gouvernement congolais, je crois que c'était lors de la réunion du Conseil des ministres, c'est pas aujourd'hui ou hier, où le président a adjoint le Premier ministre à prendre des mesures, n'est-ce pas, sécuritaires en faveur du docteur Mukwege. Le docteur Mukwege qui, depuis un certain temps, il est victime de menaces. Et des menaces sont connues. Le Rwanda a fait des menaces ouvertes. Si un chef d'État, un officier supérieur d'un pays peut faire de telles déclarations contre les prix Nobel, ça dit beaucoup. Donc il ne faut pas vraiment penser que c'est un fait du hasard.
Donc le docteur Mukwege devient une cible, tout simplement parce qu'il milite pour la paix, il milite pour l'instauration de la justice. Il veut que les Congolais, n'est-ce pas, obtiennent la réparation pour tous les dommages qu'ils ont subis pendant cette période. Et pourquoi pas toi? Et je pense que ta voix aussi compte, comme la mienne. Donc continuons à soutenir le docteur Mukwege et toute personne, n'est-ce pas, qui fournit des efforts dans ce sens-là. Maintenant, je disais que le rapport mapping, c'est un rapport qui documente des violations des droits de l'homme, qui contient même des cartographies, fait des cartographies des sites où des victimes étaient, où il y a des fosses communes. Ça contient des informations essentielles. Maintenant, à la fin, les enquêteurs avaient demandé au gouvernement congolais une recommandation. Il y avait deux recommandations. Soit qu'on mette ensemble des mécanismes de la justice transitionnelle ou les mécanismes d'une justice purement juridique, ça veut dire qu'il y ait une instance judiciaire qui va réprimer toutes ces violations-là. Mais malheureusement, depuis que ce rapport est sorti, il n'y a aucun effort de la part du gouvernement congolais. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'effort? Pensez-vous que les politiciens congolais ont intérêt? Non. C'est la raison pour laquelle le docteur Mukwege se retrouve seul. Il devrait, n'est-ce pas, être soutenu par les acteurs politiques congolais. Plus particulièrement ceux de l'Est de la RDC. Mais pourquoi est-il seul? Il est menacé. Les acteurs politiques congolais. Aucune déclaration dans ce sens. C'est grave. Voilà, chers amis. Et donc, nous avons du pain sur la planche. Ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Plus nous continuons vraiment à en faire trop du bruit, plus ça va produire d'écho et le monde va comprendre qu'il y a une nécessité de mettre en place une juridiction qui va réprimer tous ces crimes. Parce que c'est notre droit. Nous devons nous soulever, nous devons nous lever. Nous devons soutenir les efforts du docteur Mukwege. Nous ne devons pas les laisser seuls. Eh bien, merci. Sans perdre d'idée à ce qui nous concerne, je poursuis en disant que c'est un rapport qui présente de façon chronologique des violations des droits de l'homme pendant 4 périodes. La première période, il y a la période allant du mars 1993 jusqu'en juin 1996. Ça, c'est la première période. Pendant cette période, il y a des caractéristiques ou bien des faits saillants ou bien des grands événements. Il y avait d'abord l'échec du processus de démocratisation et crise régionale. Pour ceux qui étaient encore, ceux qui n'étaient pas encore nés ou ceux qui étaient même nés, ils n'avaient pas encore l'âge de comprendre, comme moi. Cette période est caractérisée par la conférence nationale souveraine au Zaïre, où la période pendant laquelle il y avait, entre guillemets, le début de l'état des droits, l'instauration du multipartisme au Zaïre, la démocratie. Mais aussi, c'est une période pendant laquelle les pays voisins, le Rwanda, étaient plongés dans le noir parce qu'il y avait une guerre civile qu'on appelle le génocide de Rwanda. Il y a plusieurs versions, bien sûr, vous pouvez lire, ça ce n'est pas notre sujet. Des crimes étaient commis pendant cette période au nord du Kivu. Donc pendant cette période, l'État zaïrois était en déliquescence. Donc il y avait des crimes qui étaient commis pendant cette période. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire les rapports mapping. Il y avait 40 incidents documentés
Et le plus grave était connu au Katanga, au Nord Kivu et dans la province de Kinshasa. Donc ça, c'est la première période. Mars 1993, juin 1996. Donc je me résume, pendant cette période, il y avait des événements très importants à retenir. L'échec du processus de la démocratisation et crise régionale. Pourquoi l'échec du processus de la démocratisation au Zaïre? Parce que c'était la période au cours de laquelle il y avait la conférence nationale souveraine au Zaïre. Deuxièmement, au niveau régional, il y avait la guerre civile au Rwanda. Donc les génocides rwandais. Nous poursuivons. La deuxième grande période, c'est celle qui va de juillet 1996 jusqu'en juillet 1998. Voilà. Cette période est appelée la première guerre de la RDC. Donc c'est la première guerre. Pourquoi la première guerre? C'est la plus grande guerre que la RDC n'ait jamais connue. Parce que pendant cette période, il y avait l'implication des forces armées étrangères sur les conflits armés en RDC. C'est pour cela, il y avait l'Ouganda, il y avait le Rwanda, il y avait l'Angola, il y avait le Burundi, il y avait la Tanzanie, il y avait le Tchad, il y avait les Zimbabwe, il y avait donc au minimum, donc, tous les pays qui avaient des frontières avec la RDC étaient impliqués dans les conflits. Les uns soutenant les groupes armés et les autres soutenant le gouvernement. Mais ce qu'il faut retenir pendant cette période, c'était l'avènement, n'est-ce pas, 96, l'avènement de la guerre d'Afdel, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre, actuellement la RDC, le Congo. Et donc, c'est pendant cette période que la RDC ou les Zaïre fut, n'est-ce pas, victime d'agressions par des forces armées étrangères. À ce sujet, pour en savoir plus, vous pouvez lire la jurisprudence de la Cour internationale de justice à l'occasion de l'affaire la RDC contre les Rwandais et l'Ouganda. C'est dit l'affaire des activités militaires et paramilitaires sur le territoire congolais. La RDC contre l'Ouganda et le Rwanda. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, les Rwandais n'avaient pas reconnu la compétence de cette juridiction et par conséquent, les Rwandais n'avaient pas fait l'objet de la condamnation. Donc c'est l'Ouganda qui a fait l'objet de la condamnation. Et je l'avais dit, je le répète encore, devant cette cour, si un État ne parvient pas à faire une déclaration d'acceptation de la compétence, et donc cet État ne peut pas être, n'est-ce pas, jugé par cette instance. Donc il faut au préalable que cet État fasse une déclaration. C'est que les Rwandais n'avaient pas fait. C'est l'Ouganda s'est vu condamné par la Cour internationale de justice. Et donc, il faut noter que en 1996, le Zaïre est envahi par les forces armées de l'Alliance de l'AFDEL. Et pendant cette période, il y avait des crimes graves qui étaient commis. Et je me souviens, j'étais encore enfant. J'ai vécu cette période, j'étais là, j'ai vécu. Je crois que j'étais à l'école primaire. J'ai vécu cette période. Donc, je suis un témoin. Moi-même, je suis un témoin. J'ai vécu, on a fui. On était à Ouvira, on a fui. Ah ouais. Donc, je dois vraiment parler de cette affaire. Je suis un rescapé, un survivant de cette guerre. J'en profite pour rendre hommage à mes amis d'enfance qui sont morts pendant cette période. C'était douloureux, on était encore enfants, on ne comprenait rien encore, mais on a vécu, on a vu les événements. Et d'ailleurs, en lisant les rapports mapping, il y a des événements qui sont indiqués et je me dis, mon Dieu, ce jour-là, j'étais là. On était enfants, on suivait les mouvements déjà. On voyait ce qui s'est passé, les grands, tous les mouvements, comment les militaires d'Exphase, quand ils étaient venus de Kinshasa, tout. Donc,
c'est horrible. Donc c'est une raison de plus, n'est-ce pas, de militer pour la mise en place de ce tribunal. Il y a beaucoup de crimes, on a vu des morts, des cadavres, dans tous les sens. Ah, la guerre, ce n'est pas bon. Donc, usikie wanasema vita na usione. Kwa wanapiga masasa usikie tu mais uone mfilme mais hapana kuivivre. C'est grave. Donc c'est une autre raison de plus, n'est-ce pas, de soutenir les efforts du docteur Mukwege. Parce que lui aussi a vécu ça. Il a vécu ça. Si vous allez sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, vous allez voir son discours lors de la remise du prix Nobel en 2018. Dans son discours, lui-même il était témoin oculaire. Moi aussi j'ai été témoin oculaire. Et donc, voilà, chers amis, je suis en train de parler des 4 grandes périodes, n'est-ce pas, qui sont chronométrées dans les rapports mapping. Et la deuxième, je suis en train de parler de la période de juillet 1996 jusqu'à juillet 1998. Ok? Pendant cette période, je disais, il y avait des crimes qui étaient commis, parce que les rapports mapping parlent aussi des crimes qui étaient commis contre des civils Banyamulenge. Et voilà. Donc des civils Banyamulenge étaient aussi tués par des maïmaï. Oui, oui, ça c'est vrai. Donc nous devons être... Donc je parle bien des civils, pas des militaires, des civils. Là, on est au site Kivu. Selon les rapports, 104 incidents ont été commis contre des réfugiés Hutus au site Kivu par l'AFTEL. 104 incidents. Vous savez, les réfugiés Hutus étaient campés dans les camps vers la plaine de la Ruzizi, oui. Et voilà. Voilà ce qu'il faut retenir pendant cette deuxième période, qui va de juillet 1996 à juillet 1998. C'est d'abord la période de la première guerre et du régime de l'AFDEL. Donc c'est la période pendant laquelle les Zaïre, l'ex-Zaïre, étaient victimes d'invasion. Les Rwandais, l'Ouganda et les alliés, les Burundi, sont venus avec des guerres, avec des militaires pour chasser Mobutu. Les uns appellent ça la période de libération, pourtant ce n'est pas une période de libération. Comme on a grandi, on a suffisamment vraiment de la matière. C'était le début de la guerre d'occupation. Voilà. La troisième période, toujours documentée dans le rapport mapping, c'est la période du août 1998, et janvier 2000. C'est la deuxième guerre. Donc, la première guerre en RDC, c'était en juillet 1996 et juillet 1998. Pendant cette période, nous l'avons dit, c'est la période de l'AFDEL. Les Zaïre étaient victimes d'évasion de la part des États étrangers. Deuxièmement, après cette première guerre, il y a l'autre guerre qui commence en août 1998 et qui va se terminer, n'est-ce pas, en janvier 2000. C'est la deuxième guerre. Parce qu'en août 1998, c'est le début, n'est-ce pas, de la rébellion, entre guillemets, du RCD. Parce que le Rwanda, après avoir été chassé par Laurent Désiré Kabila, qui étaient des alliés, entre guillemets, sous AFDEL, le Rwanda est rentré sous une autre forme pour soutenir, n'est-ce pas, une rébellion du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, dirigé par qui était dirigé par les Adolphe Onusumba, les Azarias, il y avait les Bizi Makara, Tambwe Mwamba et beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Et Tango Fort, il y avait le Chapoul. Donc c'est une autre histoire qui va, n'est-ce pas, commencer. Et
comme dans la précédente période, il y avait aussi des violations graves des droits de l'homme qui sont documentées dans les rapports mapping. Donc, je ne fais que vous donner de la matière contenue dans les rapports mapping. Je ne suis en train de créer rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Quels sont les points saillants? Il y avait le déclenchement de la guerre par les RCD, je l'ai dit, et la mort de Laurent Désiré Kabila, qui est assassiné. Au cours de cette période, on a documenté 200 incidents. 200 incidents. Ok. Il faut noter qu'il y avait aussi la présence de 8 armées étrangères sur le territoire congolais. 8 armées étrangères. À cela, il faut ajouter 21 groupes armés. Ok. C'est ce qui a poussé, n'est-ce pas, les belligérants à aller s'asseoir et conclure ce qu'on appelle l'accord de Lusaka du 10 juillet 1999. C'est un accord qui avait essentiellement pour but de demander aux belligérants, donc les 8 armées étrangères qui se trouvaient sur le territoire congolais, plus l'armée gouvernementale, les FAC, les forces armées congolaises à l'époque, plus aussi les groupes armés, de cesser les faits. Donc, ce qu'il faut retenir, l'accord de Lusaka était dit un accord de cesser les faits. Ok? Maintenant, l'accord de Lusaka, il lui fallait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Numéro, je crois, c'était une résolution, c'était la résolution numéro 1304 de 2000, n'est-ce pas? Demandant à toutes les troupes étrangères de se retirer du territoire national congolais. Donc ceux qui avaient vécu cette époque-là, je pense qu'ils peuvent s'en souvenir. On était encore là, on était encore enfants, puis on observait comment ça s'est passé. On voyait, il y avait des véhicules tout neufs, des camions partout en RDC, nous de l'Est, oui, vous avez vu, qui transportaient des engins, des militaires rwandais, ougandais, parce que c'était une résolution ou bien un ordre qui était devenu, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité. Donc, les retraits des troupes étrangères du territoire national congolais. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pendant cette période. Aussi, il faut noter que pendant la même période, il lui fallut, en plus de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, il y avait aussi l'accord de Pretoria entre la RDC et le Rwanda. Il y avait aussi un autre accord pendant la même période, bien entendu, de Luanda en Angola entre l'Ouganda et la RDC. Maintenant, lors des accords de Lusaka du 10 juillet 1996, les parties prenantes, il y avait toutes les nations ou bien tous les États ou bien toutes les armées qui étaient impliquées dans les conflits en RDC, plus les groupes armés. Il y avait des Maïmaï aussi, il y avait les MLC, il y avait les RCD, il y avait aussi une branche de la société civile, oui. Il y avait aussi des... Ouais, voilà des parties qui étaient présentes, n'est-ce pas, lors de ces négociations à Lusaka pour les cesser les faits. Et donc, toutes ces informations sont disponibles sur Internet. Et pour ceux qui veulent approfondir cette question, vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez acheter mon ouvrage parce que j'ai une publication sur les droits, sur les opérations militaires conjointes au Mojaouet en RDC et des violations des droits de l'homme, où j'examine la question du fondement juridique de ces opérations. Et à la fin de mes recherches, j'avais compris que les opérations qui étaient menées en 2009 au Nord Kivu par l'armée rwandaise et l'armée congolaise contre l'FDLR et certains éléments réfractaires au brassage, les éléments du CNDP. Ces opérations au Mojaouetu avaient pour fondement l'accord de Lusaka. Parce que c'était une des résolutions prises par
lors de ces négociations, qui étaient conduites de ces accords. Donc la question, vous pouvez la trouver bien développée dans mon ouvrage. Vous pouvez aller sur Amazon, vous allez retrouver, vous pouvez vous en procurer pour en savoir plus. Voilà. Voilà un peu des situations dans lesquelles notre pays était plongé. C'était un pays vraiment par terre, caractérisé par des conflits armés, et au cours desquels il y avait des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est pour cela, à l'issue des enquêtes, les experts des Nations Unies, rédigeant, n'est-ce pas, les rapports mapping, ils ont à leur niveau qualifié ces faits comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Donc, ces informations sont aussi disponibles dans les rapports mapping. Voilà des crimes qui étaient commis sur le territoire congolais contre les Congolais. Et pour lesquels le docteur Mukwege, avec d'autres Congolais, bien que le nombre n'est pas vraiment suffisant, parce que nous dormons toujours, le docteur Mukwege est en train de militer pour la mise en place des recommandations contenues dans les rapports mapping. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est victime des menaces. Il y a des menaces qui lui sont proférées ouvertement par le Rwanda. Mais une question que je me pose aujourd'hui, parce que le rapport mapping parle aussi des crimes commis contre nos amis Banyamulenge. Il y a des crimes qui étaient commis contre des civils. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est le fait d'avoir vu, n'est-ce pas, d'avoir constaté qu'il y avait une pétition online, en ligne sur Internet, qui circulait contre le docteur Mukwege. Parce que le docteur Mukwege lui demande l'application, n'est-ce pas, la mise en place des résolutions contenues dans les rapports mapping. Un point trait. Et il dit ceci. Les crimes qui étaient commis à Kipupu, ou bien le mode opératoire des crimes commis à Kipupu, n'est pas différent, n'est-ce pas, de celui commis en 1996 lors de l'évasion du Zaïre oui, ou pendant les différentes périodes. Donc, il n'a cité personne. Mais curieusement, je ne comprends pas. C'est absurde de voir certains amis Banyamulenge s'attaquer au docteur Mukwege. Il n'a cité personne. Il n'a cité personne. S'il demande qu'on fasse appliquer les résolutions, des recommandations contenues dans le rapport mapping, c'est toujours à notre avantage à tous. Parce que même des Banyamulenge ont été victimes. Le rapport le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai lu les rapports. Et je vous ai dit dans mon introduction que je ne suis pas partisan. Je lis les faits, je les analyse et je donne mon point de vue. Je ne suis pas vraiment manipulable, je ne suis pas influencé par qui que ce soit. Mais là où il y a la vérité, je dois être là. Là où il y a les mensonges, je dois m'en écarter. Ça paraît contradictoire, non? De l'attaquer, de demander même que son prix Nobel lui soit retiré, de faire passer, circuler une pétition en ligne. Je ne comprends pas. Mais après ces déclarations, ou bien la circulation de la dite pétition, il y a le chef d'État, chef d'État-major, je parle du Rwanda, actuellement c'est un grand officier, James Kabarebe, qui va se prononcer à ce sujet, qui va jusqu'à dire que les rapports mapping, c'est de la propagande, c'est du mensonge. Et curieusement, il va au-delà en citant même les noms de Mukwege, du docteur Mukwege. Donc ça vous dit quelque chose, non? Est-ce que c'est juste une pure coïncidence? C'est un hasard? Je ne sais pas. Ce sont des faits qui sont là, mais ça doit vraiment nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Pourquoi c'est là? Tous nous avons intérêt à ce que la justice fasse son travail. Nous avons intérêt à ce que des auteurs présumés, quelle que soit la nationalité, quel que soit le groupe d'appartenance,
quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la communauté, quel que soit les rangs sociaux, quel que soit le niveau d'études, que toute personne qui est impliquée dans des violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme, tel que documenté par les experts des Nations Unies et contenu dans les rapports mapping, que ces 10 auteurs présumés se retrouvent, n'est-ce pas, à la barre. Que la justice soit faite en faveur des victimes. C'est tout ce que le docteur Mukwege demande. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis joint à lui, n'est-ce pas, pour l'aider, pour apporter mon soutien. Et cela est constitutionnel, d'ailleurs, parce que la Constitution nous dit, et l'article 23 de la Constitution congolaise, qui parle de la liberté d'expression, et la liberté d'expression implique la liberté d'opinion, de conviction, d'écrit, des images, etc. Et c'est dans cette perspective que je me sens aussi libre de communiquer avec vous, de communiquer avec le monde, d'alerter, de soutenir le docteur Mukwege à travers ma chaîne, à travers mes écrits, afin que la justice soit faite en faveur des victimes. Et je l'ai dit, je suis un défenseur des droits de l'homme, en plus d'être maître, donc je sais ce que je fais. Et je rappelle aussi, c'est en vertu de l'article 1er de la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme de 1996 que j'ai fait ce travail. Et donc, vous aussi pouvez le faire à votre niveau. Et il n'est pas requis, selon l'article 1er de la déclaration, que vous soyez membre d'une organisation. C'est tout le monde qui peut être un défenseur des droits de l'homme. Et un défenseur des droits de l'homme, c'est toute personne qui dénonce des violations des droits de l'homme ou des atteintes aux droits de l'homme. Vous pouvez le faire. Mais pourquoi ne pas vous joindre? Pourquoi ne pas vous joindre au docteur Mukwege? Pourquoi ne pas vous joindre à ceux-là qui ont des chaînes YouTube, des pages Facebook, des groupes, pour sensibiliser le monde, de dénoncer? Pourquoi ne pas le faire? Vous voulez seulement entendre des questions, tel a fait ça, il y avait on a des vidéos pornographiques d'un politicien, d'un pasteur, il y a tel a injuré la première dame, il y a outrage, il y a ceci. C'est ce que vous voulez, ça c'est trop vraiment primaire. Ça n'a pas vraiment, ça ne peut pas vraiment nous amener à quelque chose. Ce n'est pas vraiment à notre niveau. Des questions de l'heure sont là, les débats est là. Les débats, ça se trouve au niveau de la justice. Comment réprimer les violations des droits de l'homme, tel que documenté par les experts des Nations Unies et contenu dans les rapports mapping. C'est ça le débat qui devrait, n'est-ce pas, animer la société civile congolaise. C'est le débat qui devrait, n'est-ce pas, animer les internautes congolais partout dans le monde. Pourquoi ce silence? Ça, c'est une abstention coupable. Ce ne sont pas des Américains qui viendront, n'est-ce pas, pleurer, qui viendront, n'est-ce pas, demander la mise en pratique des recommandations du rapport mapping. Ce ne sont pas les Anglais, ce ne sont pas des Canadiens. C'est d'abord, c'est une affaire congolaise. Nous devons nous approprier de cette affaire. C'est pourquoi, à travers ma chaîne, j'essaie de vous expliquer quelques points contenus dans les rapports mapping pour que vous puissiez comprendre. Rapport mapping, c'est quoi? Le rapport mapping, c'est quoi? C'est quoi le rapport mapping? Quelles sont les grandes lignes? Si vous comprenez ça, ça sera facile, n'est-ce pas, d'engager un débat. Au niveau des universités, ça devrait être un débat. Ça devrait être un débat. Pourquoi ne pas en parler? C'est ça. Donc, je disais que le rapport mapping, pour me résumer, c'est un rapport
qui documente des violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises contre les populations civiles en RDC. De manière chronologique, ce rapport résume 4 grandes périodes. J'ai dit la première période, c'est la période allant de mars 1993 jusqu'en juillet 1996. Il y a la deuxième période, c'est la période allant de juillet 1996 jusqu'en juillet 1998. La troisième période, c'est la période allant de d'août 1998 en janvier 2000. Ok? Et ces 3 périodes, oui, ce sont des périodes pendant lesquelles des violations des droits de l'homme ont été commises. D'autres parlent aussi de l'accord de Lusaka comme une autre période, mais moi je préfère l'inclure dans cette troisième période. Et voilà, pendant ces différentes périodes, il y avait des crimes qui étaient commis. Des crimes graves. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Il y avait même des crimes. Il y avait des ressources naturelles de la RDC qui étaient pillées, des pillages. Pour en savoir plus, vous pouvez lire toujours la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur l'affaire RDC contre l'Ouganda, où on parle spécifiquement, n'est-ce pas, des crimes, l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, des minéraux, des coltans, chaque jour. Et jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, ça continue. Parce qu'avant-hier, n'est-ce pas, on a intercepté au niveau de la grande barrière, la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, un camion citerne contenant, n'est-ce pas, des coltans qui voulaient traverser au Rwanda. Un camion citerne. Apparemment, c'était un camion citerne, mais au fond, n'est-ce pas, on y cachait des coltans. Donc, c'est l'exploitation qui continue, sous une autre forme. Je pense que je suis clair, suffisamment clair. Voilà ce qui s'était passé, des crimes, et aujourd'hui les Congolais sont des perdants. Mais la sont des perdants. Pourquoi ne pas soutenir ceux-là qui viennent nous réveiller? Maintenant, je poursuis en disant que il y a une question que nous pouvons aussi nous poser. Pourquoi le gouvernement congolais a attendu pendant tout ce moment sans se prononcer sur l'affaire des menaces contre le Dr Mukwege? Quel est l'intérêt du gouvernement congolais? Ça apparaît absurde que votre citoyen, n'est-ce pas, les citoyens d'un État X soient menacés par des personnes que vous connaissez, bien identifiables, mais que vous, en tant que gouvernement, vous ne poussiez pas vous prononcer dans les médias. Pourquoi ce silence? La RDC a-t-elle raison de garder silence? De ne pas aussi par une déclaration officielle et dans les médias demander au Rwanda de cesser ses menaces contre son citoyen, le docteur Mukwege? Pourquoi le gouvernement congolais a-t-il attendu pendant si longtemps? Il lui fallait que les gens puissent se mobiliser, il lui fallait que des associations de défense des droits de l'homme au niveau local puissent se faire des déclarations, parce qu'il y a 40 ONG, n'est-ce pas, qui ont fait une déclaration. Vous pouvez retrouver ces communiqués sur, je crois, Google, c'est disponible. Ou bien vous pouvez taper Protection internationale, vous allez voir les noms de ces associations. J'ai le privilège de vous informer que mon ancienne association aussi, pour laquelle je travaillais, Arche d'Alliance, fait partie. La société civile. Des déclarations faites par des États étrangers pour protéger le docteur Mukwege, demandant, sollicitant au gouvernement congolais de protéger les citoyens Mukwege. Mukwege n'est pas un citoyen congolais tout simplement, mais aussi il est citoyen du monde. C'est quelqu'un qui honore non seulement les Congolais, mais qui honore le monde entier. C'est quelqu'un qui a travaillé. Il n'est pas le fruit du favoritisme.
son travail, n'est-ce pas, qui le fait connaître. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet de menaces. Il avait échappé, n'est-ce pas, aux menaces, je crois, en 2012, au point que l'un de ce gardien, n'est-ce pas, c'était la sentinelle qui était abattue. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait, n'est-ce pas, face à ces menaces. Pourquoi le gouvernement congolais? Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il intérêt de voir la mise en place des recommandations contenues dans les rapports mapping? À cette question, nous avons y à donner la réponse. Vous pouvez toujours aller sur notre page Facebook Nouveau Départ, aussi sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner là-bas. Vous allez retrouver toutes ces informations. Mais à titre de rappel, nous allons dire l'actuelle configuration politique congolaise, n'est-ce pas, est composée par des anciens belligérants. Il y a des membres, des dirigeants des groupes armés, l'ancien gouvernement, des groupes armés, des Maïma, il y a des rebelles. Ce sont eux maintenant qui se retrouvent au sommet de l'État. Donc il est donc difficile que ces gens puissent naviguer ensemble avec le docteur Mukwege. Ils n'ont aucun intérêt. Des crimes commis par les MLC de Jean-Pierre Bemba sont documentés dans l'ancienne province de province orientale, parce que Jean-Pierre Bemba était soutenu par l'Ouganda. Les crimes commis par le RCD de Azarias, le RCD qui était soutenu par le Rwanda. Les crimes commis par des Maïmaï et qui se retrouvent aujourd'hui même au sein de l'armée, même au sein du gouvernement, ils n'ont aussi aucun intérêt. Des crimes commis par les membres de l'ancien gouvernement, donc ils n'ont aucun intérêt. Toujours au sujet du RCD, parce que le premier président du Sénat congolais, qui n'est pas vraiment une institution moindre, le président M. Alexis Damemwamba, qui à son temps avait fait une déclaration lorsque un avion civil transportant, n'est-ce pas, des civils, était abattu par les militaires du RCD. Il avait reconnu, il avait fait une déclaration. Maintenant, un homme pareil, a-t-il intérêt, n'est-ce pas, de travailler avec le docteur Mukwege? Aucun alors. Donc on attendra longtemps. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais ne veut pas, n'est-ce pas, soutenir les efforts du docteur Mukwege. Pourquoi les ministres de la Justice, pourquoi les ministres des droits de l'homme ne veulent-ils pas, n'est-ce pas, s'impliquer dans cette lutte? C'est une question qui rentre dans leurs compétences ministérielles. C'est une question de justice des droits de l'homme. Posez-vous cette question. Maintenant, je vais tenter maintenant de répondre. Lors de sa visite au Rwanda, je crois que c'était l'année passée, ou bien au début de cette année, le président de la République congolaise, RDC, n'est-ce pas, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, il avait déclaré, lors de la commémoration du génocide au Rwanda, il avait déclaré que, je cite, c'est terrible cette déclaration, il avait déclaré que les violations ou bien les crimes qui étaient commis en RDC, n'est-ce pas, ce ne sont que des effets collatéraux du génocide rwandais. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut, en d'autres termes, les crimes qui étaient commis en RDC, donc les crimes documentés par les experts des Nations Unies
à travers les rapports mapping, les crimes dont nous, les Congolais, nous sommes victimes, cela est arrivé parce qu'il y avait un génocide au Rwanda et que nous avons subi des effets collatéraux. Ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer ça dans un français plus simple. Les effets collatéraux, ça veut dire il y a un conflit qui se passe quelque part et qui n'engage pas des citoyens d'un tel pays ou bien d'un tel milieu. Maintenant, il peut y avoir il peut y avoir par exemple des balles perdues, n'est-ce pas, qui touchent des civils de notre milieu, de notre ville, qui n'est pas impliqué dans les combats, ou de notre pays. Donc il n'y a pas l'intention, n'est-ce pas, de vous nuire, mais ça arrive quand même que vous soyez victime. Donc vous êtes victime d'un conflit qui ne vous engage pas. Et ça veut dire qu'il n'y a pas intention dans les chefs de l'auteur présumé à vous nuire. Il ne voulait pas vous nuire. Donc, les crimes commis en RDC, donc les crimes contenus dans les rapports mapping, c'est le résultat des effets collatéraux. Donc, ce sont des effets collatéraux du génocide. En d'autres termes, l'armée rwandaise n'avait pas intention, n'est-ce pas, de nous nuire. Oh là là. Donc c'est un peu comme ça. Voilà, pour résumer, le gouvernement congolais, on me signale qu'il y a un problème de batterie, je serai là. Donc je vais conclure. Donc le gouvernement congolais n'a pas intérêt à ce que les crimes soient réprimés parce que déjà la déclaration du premier citoyen, le président de la République qui est censé protéger le Congo, les Congolais, vient de nous trahir. Or, en vertu de l'article 52 de la Constitution, nous avons le droit à la paix, le droit à la sécurité. Deuxièmement, le président de la République, en vertu de l'article 74 de la Constitution congolaise, il a prêté le serment de défendre la Constitution et l'intégrité territoriale du Congo. Voilà, chers amis, les contextes dans lesquels nous nous retrouvons et pourquoi le docteur Mukwege ne trouve pas de soutien de la part des autorités congolaises. Parce que déjà, les propos du président de la République, des propos des hommes politiques, le silence, ça vous dit déjà beaucoup. Et voilà, nous devons soutenir le docteur Mukwege dans la lutte parce que c'est une lutte qui nous engage tous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous enregistrer ou bien de vous abonner massivement à notre chaîne et à notre page pour que vous soyez toujours connectés. Prochainement, nous allons vous informer ou bien vous communiquer les sujets dont nous allons parler. Mais ça sera toujours basé sur les rapports mapping. Merci beaucoup. Bonne soirée.